Je m'appelle Lucas et j'ai 31 ans. Je travaille comme garde forestier dans les Vosges, dans l'est de la France. Mon métier consiste à surveiller les forêts, à protéger la faune et à guider occasionnellement des randonneurs. J'ai passé des centaines de nuits seul en forêt, dans des refuges isolés ou sous tente. Je n'ai jamais eu peur de la nature. Je la respecte profondément et elle a toujours été mon refuge. Jusqu'à cette nuit de novembre 2021 où quelque chose a brisé cette confiance. Certaines histoires ne devraient jamais être racontées. Celle-ci en fait partie. J'avais décidé de faire une inspection de routine dans une zone reculée de la forêt, près de la frontière allemande. Il s'agissait d'un secteur que je ne visitais pas souvent, accessible seulement après plusieurs heures de marche. J'avais prévu d'y passer 2 nuits, installant mon campement près d'un ancien abri en pierre que les forestiers utilisaient depuis des décennies. La première nuit s'est déroulée sans incident. J'ai mangé mes provisions, noté mes observations dans mon carnet et je me suis endormi au son habituel de la forêt. Les chouettes, le vent dans les branches, le craquement occasionnel d'une branche morte. Des sons familiers, rassurants. C'est la deuxième nuit que tout a basculé. Je m'étais réveillé vers 3 heures du matin avec une sensation étrange. Un silence absolu. Plus aucun bruit, pas de vent, pas d'animaux, rien. Le genre de silence qui fait sonner vos oreilles, qui vous met mal à l'aise instinctivement. Je suis sorti de ma tente pour voir ce qui se passait. La forêt était plongée dans une obscurité totale. Ma lampe frontale éclairait à peine quelques mètres devant moi. J'ai fait le tour du campement, vérifiant que tout était en ordre. C'est là que j'ai remarqué les traces. Des empreintes de pas humains dans la terre meuble, formant un cercle parfait autour de ma tente. Mais ces traces étaient étranges. Elles étaient trop profondes, comme si quelqu'un de très lourd avait marché là. Et elles s'arrêtaient net, sans continuer dans aucune direction. Mon cœur s'est accéléré. J'ai crié, demandant si quelqu'un était là. Mais seul l'écho de ma voix m'a répondu. J'ai décidé de rester éveillé le reste de la nuit, assis près de mon feu de camp que j'ai ravivé. Les flammes me donnaient une illusion de sécurité. Vers 4 heures, j'ai entendu le premier son. Un sifflement long et grave venant de la profondeur de la forêt. Ce n'était pas un animal, j'en étais certain. J'en connais tous les cris, tous les appels. Ça ressemblait à quelqu'un essayant d'imiter un sifflement humain, mais raté, déformé. Le son m'a glacé le sang. Le sifflement s'est répété, plus proche cette fois. Puis j'ai vu quelque chose bouger entre les arbres, juste au-delà du cercle de lumière de mon feu. Une silhouette, grande, très grande, peut-être 2 mètres, se déplaçant de manière saccadée, non naturelle. Elle ne marchait pas comme un humain, ses mouvements étaient trop anguleux, trop rapides. J'ai attrapé mon couteau et me suis levé, le cœur battant à tout roncre. La silhouette s'est arrêtée à la lisière de la lumière. Je ne pouvais pas distinguer ses traits, juste une forme noire et massive. Nous sommes restés comme ça pendant ce qui m'a semblé une éternité. Moi, près du feu, cette chose dans l'ombre. Puis, elle a parlé. Ou plutôt, elle a essayé de parler. C'était ma voix. Elle imitait mes voix, répétant les mots que j'avais criés plus tôt. « Qui est là ? Qui est là ?» Mais c'était déformé, comme si plusieurs voix parlaient en même temps, essayant de synchroniser et échouant. J'ai paniqué. J'ai jeté une bûche enflammée dans sa direction et elle a reculé dans les ténèbres. J'ai entendu un son comme un rire, mais guttural, inhumain. Puis le silence est revenu. Ce silence oppressant qui pesait sur la forêt. J'ai passé le reste de la nuit assis, dos contre l'abri en pierre, alimentant le feu continuellement. Chaque ombre me faisait sursauter, chaque craquement me mettait en alerte. Mais la chose n'est pas revenue. Du moins, pas visiblement. Si vous aimez cette histoire, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de récits comme celui-ci. Et dites-moi en commentaire quelle histoire vous voulez entendre ensuite. Dès les premières lueurs de l'aube, j'ai plié mon campement en vitesse et je suis parti. Je n'ai pas attendu le lever complet du soleil. J'ai marché rapidement, regardant constamment par-dessus les épaules. À plusieurs reprises, j'ai eu l'impression d'être suivi, d'entendre des pas qui s'arrêtaient quand je m'arrêtais, qui reprenaient quand je repartais. Quand je suis finalement arrivé au poste de garde, j'étais épuisé, terrifié, et j'avais du mal à croire moi-même à ce que j'avais vécu. J'ai rapporté l'incident à mon supérieur en minimisant les détails les plus étranges. Je lui ai simplement dit que j'avais eu une mauvaise expérience et que je recommandais d'éviter cette zone. Plus tard, j'ai fait des recherches sur la région. J'ai découvert des légendes locales parlant d'une créature des bois, un esprit maléfique qui imitait les voix humaines pour attirer les voyageurs.
Les anciens du village voisin m'ont raconté que plusieurs personnes avaient disparu dans cette partie de la forêt au fil des années. Certains avaient été retrouvés désorientés, parlant de voix dans les arbres, de silhouettes dans l'ombre. Je continue à travailler comme garde forestier, mais je ne retourne jamais dans ce secteur. Quand on me demande pourquoi, je dis que c'est trop isolé, trop dangereux en termes de logistique. Mais la vérité, c'est que j'ai peur. Peur de cette chose qui marchait autour de ma tente, qui imitait ma voix, qui me regardait depuis les ténèbres. Mais l'expérience de Lucas n'est pas la seule que j'ai reçue concernant des phénomènes étranges en forêt. En fait, le témoignage suivant est peut-être encore plus troublant, car il implique des enfants, ou plutôt ce qui ressemblait à des enfants. Sophie, une professeure d'école primaire de Strasbourg, m'a raconté ce qui s'était passé lors d'une sortie scolaire dans les Ardennes en juillet 2020. Et je vous préviens, cette histoire va vous glacer le sang. Sophie a 38 ans et elle accompagnait un groupe d'enfants pour une sortie scolaire de 3 jours dans une forêt des Ardennes. Ils étaient 6 adultes encadrants et 25 enfants de 9 à 10 ans. Le but était de leur faire découvrir la nature, de leur enseigner le respect de l'environnement. Tout était parfaitement organisé. Ils avaient l'autorisation, le matériel adapté, des guides expérimentés. Rien ne laissait présager ce qui allait se passer. Le premier jour s'est très bien passé. Les enfants étaient enthousiastes, ils ont fait des activités d'observation, identifié des plantes et des insectes. Le soir, ils ont installé leur camp dans une clairière autorisée, fait un feu de camp, chanté des chansons. Une soirée parfaite. Les enfants se sont endormis rapidement dans leur tente, épuisés par la journée. C'est vers minuit que Marie, une de ses collègues, l'a réveillée. Elle semblait inquiète. Elle lui a dit qu'elle avait entendu des enfants jouer dans la forêt, des rires, des cris de joie. Au début, Sophie a pensé que certains de ses élèves s'étaient levés sans permission. Elles ont vérifié toutes les tentes. Tous les enfants étaient là, endormis. Mais les rires continuaient. Elle les entendait clairement, venant de la forêt alentour. Des voix d'enfants, jouant à cache-cachette ou à un jeu similaire. C'était impossible. Ils étaient à kilomètres de toute habitation, en pleine nuit. Elles ont réveillé les autres encadrants. Jean, un des guides, a pris sa lampe torche et s'est dirigé vers la lisière de la forêt d'où venaient les sons. Ils l'ont suivi, laissant 2 adultes surveiller le camp et les enfants endormis. Plus ils s'approchaient, plus les rires devenaient clairs, mais aussi plus étranges. Ils sonnaient comme des rires d'enfants, mais il y avait quelque chose de faux, de mécanique dans leur ton. Jean a éclairé entre les arbres et ils ont tous vu la même chose. Des silhouettes, petites, de la taille d'enfants, courant entre les troncs. Mais leurs mouvements étaient trop rapides, trop fluides. Quand la lumière les touchait directement, elles semblaient se dissiper comme de la fumée pour réapparaître ailleurs. Ils se sont figés, incapables de comprendre ce qu'ils voyaient. Les rires se sont cessés brusquement. Un silence total s'est abattu sur la forêt. Puis une voix d'enfant appela depuis les arbres. « Madame Sophie, venez jouer avec nous. » C'était la voix d'Emma, une de leurs élèves. Mais Emma dormait dans sa tente, il l'avait vérifié. La voix a répété « Madame Sophie, venez jouer ». Mais cette fois, c'était la voix de Lucas, un autre élève. Puis de Chloé, puis de Théo. Les voix de tous leurs élèves appelant depuis la forêt, les invitant à les rejoindre. Mais ils savaient que c'était impossible, que leurs vrais élèves dormaient au camp. Marie a commencé à pleurer. Jean leur a ordonné de retourner au camp immédiatement. Ils ont reculé lentement, sans quitter des yeux la lisière de la forêt. Les voix continuaient, de plus en plus insistantes, de plus en plus nombreuses. « Venez jouer, venez avec nous, restez avec nous pour toujours. » Quand ils sont revenus au camp, ils ont réveillé tous les enfants et les autres adultes. Ils leur ont dit qu'il y avait un changement de plan, qu'ils rentraient immédiatement. Les enfants ont protesté, ne comprenant pas pourquoi ils partaient en pleine nuit. Ils ont inventé une excuse, un problème météorologique, n'importe quoi pour ne pas les effrayer. Ils ont plié le camp en urgence, à la lumière de leurs lampes. Tout le temps, ils entendaient les voix dans la forêt, imitant leurs élèves, les appelant par leur nom. Certains enfants ont commencé à avoir peur, disant qu'ils entendaient leur propre voix les appeler depuis les bois. Le trajet de retour vers les véhicules a été le plus long de la vie de Sophie. Ils marchaient en groupe serré, les adultes formant un cercle protecteur autour des enfants. Les voix les suivaient, se rapprochant parfois, s'éloignant à d'autres. À un moment, Sophie a regardé en arrière et elle a vu les silhouettes, des dizaines maintenant, marchant derrière eux à la lisière de la lumière de leurs lampes. Ils ont éteint les véhicules juste avant l'aube. Ils ont chargé tout le matériel en vitesse et sont partis. Dans le rétroviseur, Sophie a vu les silhouettes à l'orée de la forêt, les regardant partir. Elles ne les ont pas suivis au-delà de la limite des arbres. De retour à l'école, ils ont dû expliquer aux parents pourquoi ils étaient rentrés un jour plus tôt. Ils ont maintenu l'histoire du problème météorologique.
Mais entre eux, les 6 adultes qui étaient là cette nuit-là, ils savent la vérité. Ils en ont parlé, essayant de comprendre, de rationaliser. Hallucination collective? Impossible. Ils ont tous vu et entendu la même chose. Sophie a fait des recherches sur cette forêt. Elle a découvert qu'il y a eu, il y a très longtemps, un orphelinat dans la région. L'orphelinat a brûlé au début du XXe siècle, tuant tous les enfants qui y vivaient. Les restes du bâtiment sont quelque part dans cette forêt, recouverts par la végétation. Personne ne sait exactement où. Sophie n'organise plus jamais de sorties scolaires en forêt. Elle ne peut pas. Chaque fois qu'elle entend des enfants jouer et rire, même à l'école en plein jour, une partie d'elle se crispe, se demandant si ces rires sont réels. Certaines choses, une fois vues, ne peuvent être oubliées. Maintenant, si vous pensez que les expériences de Lucas et Sophie sont troublantes, attendez d'entendre ce qui est arrivé à Thomas, un médecin urgentiste de Lyon qui pratique la course d'orientation depuis des années. Avait changé. Il a décidé de continuer, pensant qu'il avait fait une erreur de navigation. Mais plus il avançait, plus il se sentait perdu. La forêt devenait de plus en plus dense, les arbres de plus en plus hauts. Et puis le brouillard est arrivé. En quelques minutes, une brume épaisse a envahi la forêt, réduisant la visibilité à quelques mètres. Il s'est arrêté, sachant qu'avancer dans le brouillard sans voir correctement était dangereux. Il a sorti son téléphone pour appeler l'organisation de la course et signaler qu'il abandonnait. Pas de signal. Pas même une barre. C'était impossible, il avait vérifié avant la course, la couverture était excellente dans cette zone. Le brouillard s'épaississait. Il distinguait à peine les arbres autour de lui. Et c'est là qu'il a commencé à voir les formes. Des silhouettes dans le brume, immobiles, le regardant. Au début, il a pensé que c'était d'autres coureurs, mais personne ne répondait quand il appelait. Les silhouettes se multipliaient. Elles formaient un cercle autour de lui, à distance, juste visible à travers le brouillard. Elles ne bougeaient pas, ne faisaient aucun bruit. Juste là, observant. Son instinct lui disait que quelque chose n'allait vraiment pas. Il a choisi une direction au hasard et a commencé à marcher rapidement, essayant de sortir de ce cercle de silhouettes. Mais peu importe dans quelle direction il allait, elles étaient toujours là, maintenant la même distance, toujours en cercle autour de lui. C'était comme si la forêt elle-même se déplaçait avec lui. La panique a commencé à monter. Il a couru, sans direction précise, voulant juste échapper à ces présences. Le brouillard était si épais maintenant qu'il ne voyait même plus ses pieds. Il trébuchait sur des racines, se cognait contre des troncs. Il a perdu sa boussole dans une chute, et avec elle, tout espoir de navigation conventionnelle. Il ne sait pas combien de temps il a erré. Son sens du temps s'était complètement dissolu dans cette brume. Cela aurait pu être des minutes ou des heures, mais soudain, le brouillard a commencé à se dissiper. En quelques instants, il a complètement disparu, comme aspiré par une force invisible. Il s'est retrouvé dans une partie de la forêt qu'il reconnaissait. Il était près de la ligne d'arrivée de la course. Mais selon sa montre, il avait été dans la forêt pendant plus de 4 heures. La course était finie depuis longtemps. Les organisateurs étaient en train de ranger le matériel. Quand ils l'ont vu arriver, couvert de boue et de feuilles, ils sont courus vers lui. Ils avaient essayé de le contacter par téléphone, s'inquiétant de son retard. Il leur a dit qu'il s'était perdu, que son téléphone ne captait pas. Ils ont semblé confus, lui montrant l'historique de leurs appels. Selon leur registre, son téléphone avait sonné normalement, mais personne n'avait répondu. Il a vérifié son téléphone, il y avait effectivement plusieurs appels manqués. Mais il le jure, il n'avait pas sonné une seule fois pendant qu'il était dans le brouillard, et la batterie était presque vide, alors qu'elle était pleine au début de la course. Le plus étrange a été quand il a raconté qu'il avait cherché la balise près de l'ancien étang. L'organisateur l'a regardé bizarrement et lui a dit qu'il n'y avait jamais eu d'étang dans le parcours de cette course. Thomas a insisté, lui montrant sa carte. Il a secoué la tête. Selon lui, cette balise était près d'un rocher caractéristique, pas d'un étang. Thomas est rentré chez lui ce soir-là, complètement perturbé. Il a passé des semaines à essayer de comprendre ce qui s'était passé. Hallucination, déshydratation, mais il était en excellente condition physique, bien préparé, bien hydraté. Rien ne justifiait une telle confusion mentale. Il a contacté d'autres participants de la course, leur demandant discrètement s'ils avaient vécu quelque chose d'inhabituel. La plupart ont dit non, mais 2 personnes lui ont raconté avoir ressenti une sensation étrange dans une certaine partie de la forêt, comme si elles n'étaient pas les bienvenues, comme si quelque chose les observait. Thomas a continué à pratiquer la course à orientation,
mais il n'a jamais participé à une autre compétition dans la forêt de Troncey. Quand on lui a proposé d'y retourner l'année suivante, il a décliné poliment, inventant une excuse. La vérité, c'est qu'il a peur de ce qu'il pourrait retrouver là-bas, dans ce brouillard, entouré de ces silhouettes silencieuses. Et pour terminer cette série de témoignages, je vais vous raconter l'histoire d'Amélie, une arboriste grimpeuse de 33 ans. Son métier l'oblige à grimper dans des arbres centenaires, à être au plus près de ces géants de la nature. Mais en mai 2021, alors qu'elle intervenait sur un chêne vieux de 300 ans près de Fontainebleau, elle a découvert que certains arbres cachent plus que de la sève et du bois. Ce qu'elle a trouvé dans cet arbre défie toute logique. Et je vous préviens, cette histoire va changer votre perception des vieux arbres pour toujours. Amélie grimpe dans les arbres pour les soigner, les élaguer, les sécuriser. Elle a grimpé dans des milliers d'arbres, des petits, des géants, des jeunes, des centenaires. En mai 2021, elle a été appelée pour une intervention dans une propriété privée près de Fontainebleau. Un chêne immense, probablement âgé de plus de 300 ans, présentait des signes de maladie et le propriétaire voulait qu'on l'évalue. Elle est arrivée tôt le matin sur la propriété. L'arbre était effectivement majestueux. Au moins 30 mètres de haut, avec un tronc si large qu'il faudrait 4 personnes pour en faire le tour. Le propriétaire, un homme âgé, lui a expliqué que l'arbre était dans sa famille depuis des générations. Il voulait tout faire pour le sauver. Elle a commencé son inspection du bas, examinant l'écorce, cherchant des signes de parasites ou de champignons. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'elle remarque une ouverture dans le tronc à environ 15 mètres de hauteur. C'était une cavité naturelle, créée probablement par la pourriture d'une ancienne branche cassée. Ces cavités sont communes dans les vieux arbres. Elle a installé son harnais et ses cordes et a commencé à grimper. L'ascension était facile, l'arbre offrait de nombreuses prises. En quelques minutes, elle était à la hauteur de la cavité. Elle s'est positionnée de manière à pouvoir regarder à l'intérieur avec sa lampe frontale. La cavité était profonde, s'enfonçant dans le cœur de l'arbre. Elle pouvait voir des restes de feuilles, probablement un ancien nid d'escureuil ou de broyat. Mais il y avait autre chose. Au fond de la cavité, quelque chose brillait faiblement. Des objets métalliques peut-être, des pièces de monnaie. Les gens cachent parfois des choses dans les arbres creux. Elle a voulu tendre la main pour récupérer ces objets et les montrer au propriétaire. Mais quand elle a approché sa main vers l'ouverture, elle a senti quelque chose. Une présence. C'est difficile à expliquer, mais c'était comme si quelque chose à l'intérieur de l'arbre était conscient d'elle, la regardant. Elle a retiré sa main immédiatement. Son cœur battait plus vite. Elle s'est dit que c'était ridicule, qu'elle imaginait des choses. Mais la sensation persistait. Elle a éclairé à nouveau l'intérieur de la cavité, essayant de voir ce qui avait causé cette réaction. Et c'est là qu'elle l'a vu. Au fond de la cavité, il y avait quelque chose qui n'était pas là une minute avant. Des yeux. 2 yeux brillants, la fixant depuis l'obscurité du tronc. Ce n'étaient pas des yeux d'animal. Elle connaît tous les animaux qui peuvent vivre dans un arbre creux. C'était autre chose. Les yeux clignaient, lentement, délibérément. Son sang s'est glacé. Elle a voulu descendre immédiatement, mais elle s'est forcée à rester calme. Paniquer en hauteur est dangereux. Elle a commencé à descendre méthodiquement, contrôlant sa respiration, vérifiant chaque prise. Mais alors qu'elle descendait, elle a entendu l'arbre bouger. Pas comme le balancement normal causé par le vent. Non, c'était un mouvement interne, comme si quelque chose se déplaçait à l'intérieur du tronc. Elle entendait des grattements, des glissements venant de l'intérieur du bois. Elle a accéléré sa descente, n'essayant même plus d'être méthodique. Elle voulait juste échapper à cette présence. Le brouillard était si épais maintenant qu'il ne voyait même plus ses propres pieds. Il trébuchait sur des racines, se cognait contre des troncs. Il a perdu sa boussole dans une chute, et avec elle, tout espoir de navigation conventionnelle. Il ne sait pas combien de temps il a erré. Son sens du temps s'était complètement dissolu dans cette brume. Cela aurait pu être des minutes ou des heures, mais soudain, le brouillard a commencé à se dissiper. En quelques instants, il a complètement disparu, comme aspiré par une force invisible. Il s'est retrouvé dans une partie de la forêt qu'il reconnaissait. Il était près de la ligne d'arrivée de la course. Mais selon sa montre, il avait été dans la forêt pendant plus de 4 heures. La course était finie depuis longtemps. Les organisateurs étaient en train de ranger le matériel.
Quand ils l'ont vu arriver, couvert de boue et de feuilles, ils sont courus vers lui. Ils avaient essayé de le contacter par téléphone, s'inquiétant de son retard. Il leur a dit qu'il s'était perdu, que son téléphone ne captait pas. Ils ont semblé confus, lui montrant l'historique de leurs appels. Selon leur registre, son téléphone avait sonné normalement, mais personne n'avait répondu. Il a vérifié son téléphone, il y avait effectivement plusieurs appels manqués. Mais il le jure, il n'avait pas sonné une seule fois pendant qu'il était dans le brouillard, et la batterie était presque vide alors qu'elle était pleine au début de la course. Le plus étrange a été quand il a raconté qu'il avait cherché la balise près de l'ancien étang. L'organisateur l'a regardé bizarrement et lui a dit qu'il n'y avait jamais eu d'étang dans le parcours de cette course. Thomas a insisté, lui montrant sa carte. Il a secoué la tête. Selon lui, cette balise était près d'un rocher caractéristique, pas d'un étang. Thomas est rentré chez lui ce soir-là, complètement perturbé. Il a passé des semaines à essayer de comprendre ce qui s'était passé. Hallucination, déshydratation, mais il était en excellente condition physique, bien préparé, bien hydraté. Rien ne justifiait une telle confusion mentale. Il a contacté d'autres participants de la course, leur demandant discrètement s'ils avaient vécu quelque chose d'inhabituel. La plupart ont dit non, mais 2 personnes lui ont raconté avoir ressenti une sensation étrange dans une certaine partie de la forêt, comme si elles n'étaient pas les bienvenues, comme si quelque chose les observait. Thomas a continué à pratiquer la course à orientation, mais il n'a jamais participé à une autre compétition dans la forêt de Troncey. Quand on lui a proposé d'y retourner l'année suivante, il a décliné poliment, inventant une excuse. La vérité, c'est qu'il a peur de ce qu'il pourrait retrouver là-bas, dans ce brouillard, entouré de ces silhouettes silencieuses. Et pour terminer cette série de témoignages, je vais vous raconter l'histoire d'Amélie, une arboriste